Voilà, maintenant je vais laisser la parole à Claire Fouquier qui va témoigner de la façon dont le changement a été conduit au niveau de la région Île-de-France et plus particulièrement de la direction des ressources humaines dans un projet de dématérialisation. Alors juste quelques mots sur le contexte. Après les élections régionales donc, de 2015, Valérie Pécresse a décidé de déplacer le siège de la région Île-de-France, qui était à côté des Invalides, à Saint-Ouen, avec un déménagement qui s'est fait début 2018. Donc, la région Île-de-France, c'est 11 000 agents, à peu près 2 000 agents au siège, et les autres qui interviennent dans les 469 lycées d'Île-de-France. Donc, au siège, 2 000 agents qui étaient installés en plein Paris, dans un quartier plutôt sympathique, dans des bureaux individuels, et qui, je ne vous le cache pas, n'étaient pas du tout d'accord pour partir à Saint-Ouen. Habiter l'Essonne. Alors, habiter pour la plus grande partie sur un canton de Coupe Paris, majoritairement au sud, vous voyez Saint-Ouen, donc tout allait très bien. Et c'est au moment où moi j'ai pris la direction de la direction de l'administration du personnel en septembre 2016, quand je suis arrivée, en même temps que la DG me présentait, elle disait ça aux agents de ma direction. Donc un petit peu violent, et pour essayer de faire passer la chose, elle leur a dit, mais en contrepartie, quand vous partirez à Saint-Ouen, vous aurez droit à 2 jours de télétravail. Donc là, je les ai observés. Ils n'ont rien dit parce qu'ils sont polis, mais quand elle a été partie, ouais, mais alors on va faire comment? Parce que nous, les dossiers, on ne peut pas les sortir. Non. Parce qu'évidemment, vous imaginez bien que tout était papier. Et en fait, c'est parti de là. Alors, ça se doublait du déménagement, augmentation des temps de transport en moyenne 20 minutes le matin, autant le soir, et d'installation en open space complet. La photo que vous avez là, c'est un peu le siège de la région. Aucun bureau individuel. Donc, évidemment, le téléphone avec le casque, on a l'impression d'être conseillère de la Redoute. Enfin, voilà, donc, un climat extrêmement favorable. Madonna, voilà, bon. Et donc, 11 000 dossiers agents actifs. Donc, pas négligeable, et une cinquantaine de gestionnaires sur la gestion directe des dossiers. Voilà. Donc, en fait, quels étaient les enjeux, je dirais, par rapport à ça? C'était, premier point, et ce qui nous a bien facilité la vie, je dois dire, de permettre un télétravail 2 jours par semaine, le plus vite possible, pour que les agents, quand on arrivera à Saint-Ouen, puissent commencer déjà à télétravailler au moins une journée par semaine. Et ensuite, tout de suite, on s'est dit, si on part sur une digitalisation, une numérisation déjà des dossiers, le but, c'était quoi? C'était de pouvoir télétravailler. Donc, télétravailler, ça supposait à la fois de reprendre le stock, des 11 000 dossiers, et aussi de numériser les flux entrants, puisqu'à l'époque, ce qui rentrait, c'était du papier. Chaque gestionnaire recevait environ 20 à 30 courriers par jour papier, donc c'était extrêmement important, et de pouvoir produire et tout avoir de façon dématérialisée. L'objectif étant, à terme, avoir une signature électronique et puis des documents qu'on ne rematérialisait pas. Donc, ça supposait de faire accepter ce changement, ça supposait aussi d'embarquer les agents. Et pour les embarquer, il fallait qu'on construise ce projet tous ensemble. Alors, pour travailler, donc on a eu recours au service de CERDA, avec qui on a travaillé pendant 2 ans, donc qui était très installé à la région. Donc, le premier travail, ça a été de faire un flux, de faire le stock, de regarder ce qui se passait, déjà ce qu'il y avait dans nos dossiers, et puis aussi quels étaient les flux, d'où arrivaient les documents. Donc, il y avait le courrier qui arrivait au service courrier des agents, c'était évidemment les agents écrivent, des 469 lycées qui nous transféraient tous les documents arrêt maladie, parce que ça passe par les lycées. Donc, on recevait des grosses enveloppes papier quand ils avaient le temps avec les arrêts maladie. Et puis, les échanges avec les autres directions, parce que ma direction fait la carrière paye, mais on avait une direction lycée, direction siège, chargée du recrutement et autres. Donc, vous imaginez, dossier de recrutement, donc beaucoup. Et la formation était aussi dans une autre direction. Donc, il fallait identifier tout ça. Et du côté de CERDA, il y a eu un travail notamment avec les autres directions. Et puis, il y a eu des ateliers d'organiser avec les gestionnaires carrière paye. Donc ça, c'est pour moi la chose fondamentale, c'est-à-dire que on a fait au moins 6 ateliers autour du dossier agent, avec
des agents autour de la table et des encadrants, chefs de service, et toujours ou mon adjoint ou moi-même. Et on était tous là au même niveau. Hein. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire que le challenge, Caroline vous parlait de l'arrêté ministériel de 2012. Dans cet arrêté ministériel, il y a 22 rubriques au plan de classement, avec des sous-rubriques. Je ne sais pas comment sont vos dossiers, mais nous, à la région, c'était en gros 3 chemises dans le gros dossier. Je ne vous parle pas du rangement. Et avec une chemise où il y avait marqué les actes. Hein, donc, concrètement, c'était tous les arrêtés qui est classé à peu près en chronologie inversée, mais tout type d'arrêté, hein, demi-traitement, machin. Il y avait une pochette maladie, et puis après, vous aviez une pochette vrac, je dirais où il y avait tout le reste. Donc, le challenge, c'était de se dire comment on va passer on peut peut-être juste avancer. Comment, voilà, donc déplacer effectivement au niveau humain, mais vraiment les écouter, travailler avec eux, et on va voir sur la slide suivante comment après on va arriver à un compromis. Donc, c'est l'accompagnement du changement depuis le terrain. Quoi, oui, c'est-à-dire qu'en fait, ma conception de l'accompagnement du changement, parce que souvent à la région, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, on va vous payer une entreprise qui va vous accompagner au changement. Sauf qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on annonce à une équipe, lundi prochain, vous serez organisé comme ça, et maintenant, on vous paye un cabinet extérieur qui vous expliquait que c'est formidable et qu'il faut être heureux. En règle générale, je n'ai jamais vu que ça marchait beaucoup. Voilà. Donc là, on n'a pas fait comme ça. Donc, le challenge, c'était quoi? Concrètement, voilà, on est 10 autour de la table, on prend 3 dossiers. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qui va le faire? Premier point. Donc, je vous rappelle, et vous avez les mêmes profils, hein, les gestionnaires carrière paye, agents de catégorie C ou B, qui ont une charge de travail très contrainte, hein, parce qu'une paye, ça ne se retarde pas. Donc, évidemment, on ne peut pas dire je vais laisser un peu de côté, puis je rattraperai après. Donc, évidemment, quand vous commencez à parler de faire un truc en plus… bien sûr. Oui. Vous étiez seul ou déjà avec Serda à ce moment-là? Avec Serda, au départ, à ce moment-là, on était avec Serda. Donc, la question était celle-là. Donc, premier point, alors ça, ils l'ont posé tout de suite la question, qui va numériser? C'est pas nous. C'est ça. Oui. Bon, jusque-là, bon, ok, c'est pas vous, ça c'est sûr, sinon on ne fait plus les payes. Donc après, il y avait plusieurs solutions envisageables. Donc, parce que vous savez, vous vivez la même chose que nous probablement, beaucoup de fonctionnaires considèrent que le privé c'est un peu l'ennemi, puis ils travaillent forcément moins bien que le fonctionnaire, hein, ça va de soi. Bon, donc à partir de là, non, on ne va pas filer ça à une boîte privée parce qu'ils ne savent pas faire, puis ils ne savent pas ce que c'est qu'un dossier agent. Donc, bon, alors, mais nous, gestionnaire, on ne fera pas. Ok, d'accord. Donc, si ce n'est pas vous qui faites, on va recruter. Résistance au changement. Mais recruter, ça voulait dire, du côté de Serda, ils avaient fait à peu près le calcul, ça voulait dire qu'il fallait qu'en permanence, on ait 10 à 15 personnes qui nettoient, trient dans les 22 rubriques et tout ça. Et de toute façon, avec les collègues recrutement qui ne sont pas capables d'embaucher en moins de 3 mois, avant qu'on ait en permanence 15 personnes oui, effectivement, c'est compliqué. Les 15 personnes, comme c'est ingrat, vous ne les avez jamais tous. Bon, et puis, cerise sur le gâteau, oui, mais comme ils ne savent pas travailler non plus, eux, il va falloir qu'on les encadre. Et si on les encadre, on perd du temps. Bon. Donc, quand on a eu fini tout ça, on a dit, bon, on est arrivé à la conclusion qu'il faudrait que ce soit une entreprise qui fasse, puisqu'on ne pouvait pas faire en interne et qu'on n'avait pas les moyens d'encadrer en interne. Et là, après, de ce fait, on a avancé avec Serda, puisque Serda savait à ce stade qu'il fallait monter un cahier des charges pour faire travailler une entreprise de numérisation. Mais derrière, effectivement, trouver une entreprise de numérisation avec des gens qui connaissent le dossier agent, en gros, il faudrait avoir des gens qui connaissent le statut de la fonction publique. Voilà. Donc là-dessus, je partage l'avis, il n'y en a pas. Bon. Donc, il a fallu faire un travail où on s'est réuni toute la direction. Un matin, on a fait des petites tables, on a pris des dossiers et on a dit aux agents, voilà, on a une demi-heure devant nous, puisqu'en gros, on partait à peu près là-dessus par rapport à l'entreprise privée. Et voilà le plan de classement, 22 rubriques. Encore, on avait été sympa, on leur avait un peu donné avant. Et puis maintenant, on trie. On voit ce que ça donne. Alors, ça commençait pas trop mal, sauf que, bon, l'arrêté maladie, oui, tout va bien. C'était pilote, ça. Voilà, et puis, même nous, parce que nous, on ne se rendait pas compte, peut-être encore moins que, parce que nous, le dossier, on s'est rendu compte de quoi? C'est que c'était extrêmement compliqué. Si vous preniez ce fourre-tout des arrêtés, le fourre-tout des arrêtés, recrutement, super, rubrique recrutement. Okay.
puis vous arrivez sur le mi-temps thérapeutique. Ah, j'ai ce souci, moi. Alors, c'est quoi? C'est la rubrique temps de travail ou c'est la rubrique maladie? Et là, quand vous en arrivez là, vous vous dites, moi, je suis gestionnaire, je sais où le mettre. Mais le gars de la boîte privée, il ne saura pas. Et donc, à partir de là, les agents ont réfléchi, puis ils nous ont dit, ils vont se planter. Et donc, on est arrivé à la conclusion que là, on parle bien de la reprise de l'existant, qu'il ne fallait pas, cette grosse rubrique là notamment, l'éclater dans toutes les rubriques du plan de classement. Parce que si on avait voulu éclater dans toutes les rubriques du plan de classement, d'abord, ça nous aurait coûté une fortune, parce qu'il aurait fallu passer un temps fou par dossier, avec un résultat qui, de toute façon, aurait été mauvais, puisqu'il y aurait eu des erreurs. Et donc, on a partagé avec les agents, on leur a dit, la solution, c'est de faire un gros PDF et de créer une rubrique qui s'appelle « Reprise du dossier avant numérisation » uniquement pour les arrêtés, hein, là j'entends, de mettre tous les arrêtés. Et on a fixé une date butoir. On a dit à partir du 15 septembre 2018, c'est le jour où tout agent entrant a eu un dossier purement électronique. À partir du 15 septembre 2018, on n'a pu rentrer aucun document papier dans les dossiers. Et donc, ils savaient que, et ils savent pas aujourd'hui, que quand ils cherchent un arrêté d'avant le 15 septembre 2018, il est dans cette grosse rubrique. Et que s'ils cherchent après, ils vont les chercher dans les 22 rubriques. Hein. Une date unique, de façon aussi à ce que quand il y a des nouveaux gestionnaires qui arrivent, on n'ait pas eu une date qui était fixée par secteur de gestion. Voilà. Alors, évidemment, protestation, oui, mais un gros PDF, ça ne se gère pas facilement. Donc là, je leur ai dit, oui, d'accord, ok, bon, alors on prend votre chemise, là, vous l'ouvrez, là, vous êtes dans le chronologique inversé, vous faites quoi? Ben, on feuillette. Bon, ben alors, et le PDF, là, vous ferez quoi? Vous ferez dérouler. Bon, et puis, aujourd'hui, vous allez gagner parce que quand même, l'entreprise avait quand même eu comme consigne de vérifier la chronologie inversée. Alors, et puis, comme on a fait des tests de contrôle, je ne vous dis pas que sur une année civile, il n'y a pas des fois un février qui n'était pas à la place, mais au moins, on était propre dans l'année civile, ce qui, dans certains dossiers de gestionnaire, était loin d'être le cas. Voilà. Donc, c'est là où je dis, on a fait des compromis, c'est-à-dire qu'ils ont accepté l'entreprise privée. Ils ont accepté la reprise en rubrique de reprise. Alors, vous avez cette rubrique sur les arrêtés, mais vous avez par exemple sur la maladie une rubrique de reprise aussi. On a sous chaque rubrique du plan de classement de l'arrêté ministériel, vous avez un dossier qui s'appelle reprise. Hein, donc reprise état civil, reprise, et comme ça on sait qu'on va aller chercher l'antériorité dans ces documents. Bon. Et on n'a pas eu de protestation, puisque de fait, ils ont bien compris qu'il n'y avait pas de solution. Et quand après coup, quelques agents, après quand tout a été terminé, ouais, alors l'entreprise, ils n'ont pas bien bossé, des trucs que je ne retrouve pas, c'est le travail de cochon. Et là, je leur disais, mais oui, mais rappelez-vous pourquoi on l'a fait. Voilà. Hein, et ça a permis, effectivement, rien n'est parfait. Non. Vous ne pouvez pas avoir une solution optimum. On a numérisé 4 millions de pages. Ça vous donne une idée. Donc, vous ne pouvez pas avoir quelque chose d'optimum, mais on a essayé de prendre quelque chose, un compromis qui était acceptable. Et puis, l'autre bel exemple aussi de compromis, c'est le courrier entrant. Le courrier entrant RH à la région, il arrive dans le pôle sans être ouvert, et il est ouvert par des agents du pôle RH qui sont dans ce qu'on appelle un accueil RH. Et ces agents le répartissent par service, chez 3 services gestionnaires, et dans les services par pôle, enfin par secteur de gestion. Et les agents m'ont dit, ah oui, mais Claire, nous, à partir du 15 septembre 2018, nous, dans la direction, il n'y a plus de papier. Donc, le courrier papier, c'est fini. Donc, qui va scanner? Parce que nous, on est agent de catégorie B, et ce n'est pas notre boulot de scanner. Bien. Ok, d'accord. Je leur ai fait remarquer au passage que moi, quand j'ai commencé dans la fonction publique, j'avais une secrétaire qui prenait un sténo et qui filtrait mon téléphone. Que maintenant, je me débrouille toute seule et que malgré tout, voilà, voilà, on peut faire. Donc, j'ai dit, ok, même discussion. Alors, on fait quoi? Ah ben, les autres à l'accueil, là, ben, ils ont qu'à scanner puisqu'ils trient. Ok, d'accord. Bon, les autres, ils sont 2, souvent en arrêt maladie parce que c'est des agents qu'on a mis là qui n'avaient pas tellement envie d'y être. Et puis, je leur dis, je vous entends rouspéter en permanence parce qu'entre le moment où le courrier arrive à l'accueil et le moment où il arrive sur leur bureau, il se passe 15 jours à 3 semaines. Ok? Ouais, c'est vrai, ils ne font pas leur boulot.
Bon, alors, je dis maintenant, autre point. En admettant même qu'elles prennent le rythme, elles vont scanner. Mais après, elles en font quoi? Parce que nous, le but, c'est que ça arrive dans notre logiciel, dans nos 22 rubriques. Bon, parce qu'il faut savoir qu'elles ont un logiciel, elles, quand elles créent un arrêté, elles ont des modèles, on a 350 typologies de documents et d'arrêtés dans le logiciel, elles appellent, elles mettent les 2-3 trucs perso, après ça pousse en signature, ça se range tout seul. Donc en fait, elles n'ont pas, donc nous, il fallait que ça arrive dans le dossier. Alors je dis, il va falloir qu'elles numérisent, et puis après, il va falloir qu'elles intègrent le plan de classement, puis qu'elles aillent ranger nos dossiers agents. Oh ouais, mais alors quand on voit qu'elles ne sont pas foutues de classer entre les secteurs, ça va faire du grand n'importe quoi. Ça va atterrir dans un dossier qui n'est pas le dossier de l'agence, ça ne va pas être dans la bonne rubrique. Voilà. Et à la fin, je leur dis, mais vous recevez beaucoup de courriers? Ouais, une vingtaine, une trentaine, ils poussent toujours un petit peu le bouchon. Genre, ok, mais au bout du compte, vous n'auriez pas meilleur temps de le numériser. D'autant qu'on a une station de scan où quand on numérise, alors à l'époque on avait un système de QR code, mais toujours faisant que quand il numérisait, ça allait se ranger dans le dossier agent. Bon, je dis, puis comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Et comme en plus on avait donné à la consigne quand le courrier arrive, elle scannait, le scan renvoyait dans le dossier agent et elle devait prendre la de gestion tout de suite derrière. C'est-à-dire, en gros, moi, si j'avais envoyé un arrêt maladie qui demandait du mi-traitement, au moment où elles allaient pour prendre mon arrêté de mi-traitement, si elles ne retrouvaient pas mon arrêt maladie dans mon dossier, elles s'en rendaient compte tout de suite. Donc, il y avait un autocontrôle qui faisait que, bon, elle se dit, attends, ouais, il y avait 4 dossiers agents, j'ai dû me tromper ou c'est pas arrivé dans la bonne rubrique pour une raison ou une autre. Donc, et de ce fait-là, elles ont acté que oui, la bonne solution était celle-là. Mais si on leur avait dit, bon ben voilà, vous allez scanner et vous allez ranger, on aurait eu une force d'inertie énorme et il n'y a rien de pire que l'inertie. Parce que l'agent qui vous dit non, je ne le ferai pas, au moins vous savez qu'il ne va pas le faire. Il n'y avait pas moyen de négocier avec la fiche de poste ou quelque chose comme ça? Ah non, mais on n'a rien négocié du tout. Moi, je considère que ça fait… Non, il ne faut pas exagérer. La fiche de poste, si vous voulez, quand on vous marque que vous gérez le courrier entrant et que vous prenez les actes de gestion derrière, moi qu'il arrive, parce qu'à la limite, ils peuvent me dire aussi, quand l'agent fait une demande avec une pièce jointe par mail, ce n'est pas leur boulot. Voilà, donc il arrive un moment… Voilà, il arrive un moment où on stoppe. Donc, en fait, voilà, on a eu le même problème aussi, et là, ça permet, parce que ça d'à côté oui. On a juste une question pour le dossier agent de Elisa sur le chat. Bonjour, comment avez-vous géré la numérotation des pièces dans le dossier agent? Oui, alors, quand on crée un acte, il se numérise automatiquement à partir du logiciel qu'on a de Carrière Paye. On a un sujet, c'est que, et c'est normal, le logiciel enregistre dans un suivi de numéro, donc on n'a plus une numérotation qui correspond au dossier de l'agent. Ça, c'est une difficulté parce que aujourd'hui, moi, j'envoie un courrier qui va être entré par le gestionnaire qui va prendre un numéro. Après, il y a un autre courrier qui rentre quasi au même moment, parce qu'elles sont nombreuses, qui prend et tout se colle à la suite. Donc, ça veut dire que dans mon dossier, moi, je peux sortir la liste de tous les documents qu'il y a dans mon dossier, rangés par rubrique, avec des numéros, mais des numéros qui ne se suivent pas comme quand on numérotait les dossiers à la main, parce qu'on numérotait les dossiers à la main, effectivement, on avait une numérotation. Alors, c'est un sujet qui pose pas trop de problèmes, parce que si on fait disparaître, on supprime un document dans un dossier, tout est tracé. On peut avoir des documents qu'on supprime, notamment on parlait des blâmes tout à l'heure, où il y a pu avoir une erreur d'orientation, et évidemment, moi, si on met un document qui ne me concerne pas, il faut bien le retirer, mais du coup, tout est tracé. Ça veut dire que si on prend l'exemple de l'agent qui vient consulter son dossier, c'est en général ceux-là, et qui se rend compte que il y a un trou, un numéro, ça permet de justifier le retrait. Mais ça, c'est un problème, parce qu'on n'a pas une numérotation propre au dossier. Voilà. Mais tout est numéroté, tout est tracé. On sait aussi qui est intervenu sur un dossier. Quelle est la gestionnaire, puisqu'on rentre avec des codes LDAP au niveau du logiciel. Si moi j'interviens sur un dossier, ça se voit. Tout est tracé. D'accord. Hein, voilà.
Alors, ce qu'il faut voir dans ce fonctionnement, c'est que donc on a co-construit, on a eu aussi un gros travail à faire avec les autres directions. Pourquoi? Parce que, comme on évoquait tout à l'heure, on a des CRH qui gèrent différents métiers du RH. Nous, on a un logiciel carrière paye à la région, et les collègues, notamment du recrutement, ont leur propre logiciel. Et là aussi, ça a été un sujet parce que les deux logiciels ne se parlaient pas. Et avant, on nous donnait un dossier papier qui arrivait sur le coin du bureau. Donc, rebelote, à partir du 15 septembre 2018, ah ouais, mais Claire, mais nous, le dossier papier, le recrutement, ils vont se le garder. Bon, donc là aussi, il a fallu un petit peu temporiser. Du côté du recrutement, nous, on a dit, si vous numérisez, à partir du 15 septembre 2018, c'est un PDF égale un document. Parce que métadonnées sur le PDF, et là, on n'est plus, à partir du 15 septembre 2018, on ne fait plus du bloc. Bon, donc, un PDF égale un document, et à partir de là, du côté du recrutement, ils m'ont dit, t'es bien mignonne, mais toi, tu as voulu numériser ton problème, mais nous, ce n'est pas le nôtre. Bon, les agents chez nous refusant de numériser. Donc, on a trouvé, dans un premier temps, un compromis où le recrutement numérisait un PDF égale un document, déposait sur le serveur à un endroit le dossier, et moi, mes agents, après, allaient sur le logiciel de paye, on a un truc tout bêtement à parcourir, aller récupérer les documents et les ranger manuellement dans le plan de classement. Et ça nous a amené à développer un connecteur entre le logiciel de recrutement et le logiciel carrière paye, ce qui fait que maintenant, au moment où on crée l'agent dans le logiciel de paye, dès que l'agent est créé, on a un numéro matricule qu'on saisit dans le logiciel de recrutement, et tous les documents vont se ranger automatiquement dans le dossier de l'agent. Mais ça amène à créer des liens. On avait le même problème avec la formation, les attestations de formation qui étaient dans un autre logiciel encore, dans une autre direction. Donc, ça oblige à avoir des connecteurs pour pouvoir récupérer les données. Alors, c'est une difficulté. D'un autre côté, ça oblige aussi à travailler moins en silo. Ça a eu un gros mérite. Je pense que vous vivez la même chose chez vous. Moi, quand je suis arrivée, le gestionnaire, il est propriétaire du dossier. Si vous êtes mon agent, moi, je suis votre gestionnaire, votre dossier, c'est ma propriété. C'est-à-dire que même dans ma direction, j'avais un service retraite qui était dans ma direction. Les filles du service retraite photocopiaient ce qui les intéressait pour faire des dossiers parallèles dans une autre armoire. Parce que c'était mon dossier et je ne prêtais pas mon dossier. À partir du moment où le DIA est dans ma direction, mais qu'il est alimenté par des éléments qui viennent du service de recrutement, du service formation, des gens qui gèrent l'entretien professionnel, elles ont enfin compris que c'est le dossier de l'agent. Parce que nous, on a donné des droits d'accès, alors très ciblés, évidemment, mais on a donné des droits très ciblés aux agents pour qu'ils mettent que ce qu'ils avaient à mettre. Donc, ça change l'état d'esprit. Et ça oblige les agents à travailler beaucoup plus ensemble. Et puis ensuite, donc là, en octobre 2019, donc la signature électronique. Donc une fois que c'est signé, ça se range automatiquement. C'est un grand confort parce que je pense que c'est pareil dans vos organisations. L'archivage qui attend sur un coin de bureau, il y en a beaucoup. Et voilà, donc moi aujourd'hui, et c'est le cas de tout le monde, quand je travaille à distance, moi je vais dans un dossier agent, je suis absolument sûre à 100% que j'y trouverai les documents. Puisque ce que j'ai signé, ou les quelques trucs que signe la DGA, ils n'ont pas pu faire autrement, ils se sont rangés automatiquement. Donc ça, c'est extrêmement précieux. Bien entendu, la sécurité juridique, puisque quand on a un document, on le voit beaucoup en contentieux, un agent qui fait un contentieux, il donne à son avocat l'arrêté papier qu'il a imprimé, où il y a le tampon Claire Fouquier, premier boulot de l'avocat, il demande des certificats de signature. Voilà. Donc, il est important de pouvoir prouver effectivement qu'on a la signature. On est aujourd'hui à une étape où on va déployer dans les semaines qui viennent ce qu'on appelle la signature à la volée pour l'agent, c'est-à-dire de pouvoir envoyer à l'agent son contrat ou les arrêtés à notifier pour qu'il les signe électroniquement. Ça reste le point de faiblesse aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a un contrat qui est généré, je le signe. La version que j'ai signée se range automatiquement dans le dossier agent. Donc là, moi, j'ai ma signature qui est certifiée et que je peux prouver. Sauf que l'agent, lui, à qui on envoie le document, il l'imprime ou alors il va faire le truc PDF créateur, machin chose, et puis ça nous revient. Et donc, on est obligé dans le dossier de l'agent, nous, de garder les deux documents.
mon document qui a été signé pour avoir la valeur effectivement probante, et puis le document qui est revenu de l'agent. Donc, dès lors qu'on aura la signature à la volée, ça va nous permettre, quand ça sera signé par l'agent, de le redéposer dans le dossier de l'agent. Et là, on aura un seul document qui aura les 2 signatures authentiques et qui pourront être prouvées. C'est clair pour tout le monde ce que c'est que la signature à la volée. C'est une signature électronique ponctuelle, individuelle, qui permet de signer un document. En fait, on lui envoie le document et on lui envoie la capacité de le signer électroniquement parlant aussi. Alors, c'est un sujet. Alors, la région a pris cette option maintenant parce que ça veut dire qu'il faut qu'on paye. Hein. Quand en appel d'offres, depuis le temps que les entreprises ont l'obligation, c'est à eux de se payer la clé électronique, même les toutes petites boîtes. Bon, mais à la région, ils ont pris conscience que moi, si je vous demande de payer une signature électronique pour signer, bon, et ils ont le même problème avec toutes les petites associations qu'on subventionne qui ne vont pas, voilà. Hein, donc, de fait, là, c'est la région qui va payer la signature électronique. Et puis, le développement du SAE dont parlait Caroline tout à l'heure, très important dans tout cet accompagnement. On a eu bien entendu CERDA, mais on a travaillé aussi avec les services des archives de la région et les archives départementales, on dépend de Paris, nous, pour qu'à la fin du processus, on obtienne le droit de destruction. On a obtenu le droit de détruire les originaux. C'est-à-dire que, alors, ça ne se pose plus puisqu'on a une signature électronique, mais avant qu'on ait une signature électronique, moi, je signais du papier, c'était scanné, et on a obtenu le droit de détruire ce papier parce qu'on a prouvé que notre chaîne de numérisation était conforme. Donc, maintenant, on détruit. On les garde 6 mois et après, à date 6 mois, on peut détruire. Et la région est en train de déployer un service d'archivage électronique. Aujourd'hui, on a une GED donc qui permet de travailler au quotidien. On va acquérir le module d'archivage du logiciel qui va nous permettre de faire de l'archivage intermédiaire et pas seulement, c'est-à-dire aujourd'hui, dans la GED, on a un point faible, c'est qu'on ne peut pas trier. C'est comme dans le papier d'ailleurs, j'ai jamais vu personne réouvrir les dossiers papier pour sortir les blâmes, sauf quand l'agent vient consulter. Le casier judiciaire que vous avez demandé à l'embauche, en général, il est au chaud encore 15 ans après. Bon, mais là, ça va nous permettre avec ça de faire revenir tout ce qui doit être purgé, la gestionnaire valide ou valide pas, et ça nous permettra d'avoir des dossiers électroniques propres. Voilà. Donc, ça, c'est une étape début d'année prochaine. Et puis, le SAE est en cours. Donc, on aura bouclé la boucle et avec un formidable travail de cohésion humaine qui nous a permis derrière, on parlait de co-construction tout à l'heure, ce que disait Pierre, nous l'a fait sur de réorganisation de services, de direction avec des fusions de services où les agents étaient très participatifs parce qu'il y a eu une relation de confiance pendant toute cette période, tous les 10 jours. Au centre du plateau Open Space, moi je réunissais tous les gestionnaires et je leur disais qu'est-ce que vous avez constaté comme problème avec la boîte qui numérise, et moi je leur rendais compte. Hein. Le parapheur, je disais on a prévu le parapheur au 1er octobre de telle date, voilà où on en est, voilà les difficultés, voilà les retards. C'est important dans la relation hiérarchique de faire remonter, oui, moi je peux être en retard aussi, ça peut être ma faute, comme ça peut être le problème de la DSI. Hein, donc voilà, un échange, une vraie transparence, une vraie transparence sur les difficultés, et puis de façon à ce que les gens sachent que on raconte pas d'histoire. Voilà. Donc c'est important. J'ai une question d'Elisa, concernant la numérisation. Elle nous demande combien de temps pour numériser en fait tous ces dossiers, quel coût, quel outil et logiciel vous avez utilisé. Alors, c'est une entreprise privée qui est intervenue avec son logiciel, son matériel, et ensuite les documents numérisés étaient poussés nous vers les serveurs de la DSI, mais après qu'on ait fait des contrôles. Hein, on a fait des contrôles. Au début, on a contrôlé sur les 300-400 premiers dossiers 100% de ce qui était numérisé, avec un rejet au départ de presque 50%, parce qu'on n'était pas satisfait, parce que comme je vous le disais, l'équipe de tri, c'était des gens qui n'étaient pas formés. Et puis quand on a vu que ça s'était amélioré, on a un peu levé le pied, mais pendant toute la durée, on a fait un contrôle de 50% sur les dossiers. Et quand nous, on a donné notre go, il y avait, en fait, les personnes qui numérisaient étaient chez nous. Alors ça, quand on peut le faire, c'est grand luxe. Parce que les dossiers ne sont pas sortis de la région. Il y avait une numérisation à la chaîne et après, c'était vidéo codée à l'extérieur par l'entreprise qui mettait les métadonnées. Hein, c'est-à-dire que techniquement, il prenait 22 bannettes plastiques,
les documents dans les bannettes. La personne qui avait numérisé entre chaque paquet mettait un QR code, qui veut dire qu'une fois qu'il avait numérisé ça, quand ça arrivait à Pantin, il voyait, il y a un QR code. Là, on est sur l'état civil. Les 3 pièces qui sont là, c'est des pièces d'état civil. Et au vu du contenu, la personne qui vidéocodait mettait les métadonnées. C'était une CNI ou c'était un livret de famille. Et puis, quand arrivait un nouveau QR code, ça lui donnait l'indication qu'on changeait de rubrique et ainsi de suite. Bon. Alors, il n'y avait pas trop de documents, parce que je vous rappelle, comme on avait pris le choix de faire des pavés de reprise, ça allait vite, mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure que si on n'avait pas pris cette option, il y aurait eu beaucoup d'erreurs et surtout, ça aurait été très long et très coûteux. Alors, en durée, on a commencé réellement à numériser, je dirais au mois de septembre 2018 et on a terminé en avril 2019. Les équipes, l'entreprise qui a répondu s'était beaucoup plantée sur le temps qu'il avait prévu dans l'opération et ils ont été obligés de travailler avec une équipe de 12 personnes qui numérisaient de 7h du matin à 22h en 2 équipes pour arriver à s'en sortir. Heureusement pour nous, en fait, Cerda avait fait un cahier des charges sur des volumes. Donc, en fait, ça ne nous a pas coûté plus cher. Et ça, c'est important parce qu'à la sortie, comme on était dans les 4 millions de pages qui avaient été estimées, on leur a dit, écoutez, sincère condoléance, vous avez perdu de l'argent pour ça, mais nous, ce n'est pas notre sujet. D'ailleurs, ils n'ont pas osé demander. Mais si on n'avait pas monté ça comme ça, ils vous auraient dit, écoutez, voilà. Bon, là, ils avaient une obligation de résultat. Ils avaient une obligation de résultat. Et une obligation. C'est impossible d'imaginer gérer ça en interne. Tout à fait. Et une obligation de résultat sur la date, sur la durée de l'opération. Parce que sinon, on aurait traîné ça pendant 3 ans. Or, on avait fait le choix de le faire vite, parce que déjà là, les premiers gestionnaires se sont retrouvés au mois de novembre 2018 à avoir déjà des dossiers 100% numérisés, alors que les dernières ne l'ont eu que début 2019. Bon. Quand on est arrivé à la période Covid, on faisait sans problème les payes. Bon, voilà. Je veux dire qu'on a fait des envieux quand même à la région, parce que je dois dire que les autres étaient loin d'en être à ce stade-là. Voilà. Après, la difficulté, comme disait Caroline, c'était de les convaincre que c'est vrai, on faisait bien la paye à distance. Ce serait peut-être pas mal qu'on revienne un petit peu se voir de temps en temps, parce que oui, c'est très confortable. Sur des métiers comme ça, c'est très confortable. Voilà. Un peu. Alors, juste le dernier point d'attention. C'est très bien le numérique, mais c'est assez intéressant. J'ai des agents des fois qui me disent, Claire, on a compté. Pour faire le reclassement, le dernier reclassement, moi, j'ai fait 20 clics. Ah oui. Et en fait, ce qui nous est remonté, c'est on a l'impression de devenir des machines à cliquer. Alors, c'est très surprenant en ce sens que l'activité intellectuelle est restée exactement la même. Quand vous reclassez un agent, puis calcule le reclassement, vous machin d'autres trucs, rien n'a changé. Après, elles faisaient quoi? Elles imprimaient du papier, elles me trombonnaient ça dans des parapheurs comme ça, puis après, elles allaient chercher, comme elles n'avaient pas chacune un parapheur, elles allaient essayer de fouiller pour retrouver leur truc. Après, elles l'envoyaient à l'agent, puis après, elles collaient ça sur un coin de bureau, puis quand elles avaient le temps, elles classaient. Ça n'avait absolument rien de gratifiant, mais elles ont ce sentiment de s'être transformées en machine à cliquer. Donc, ce qui est très important, ce qui est compliqué, c'est qu'évidemment, la première action, on vous dit, comme vous avez dématérialisé, premier boulot, on m'a supprimé 4 postes quand même. Bon. Et après, je me suis battue pendant 2 ans pour en récupérer 3. Pourquoi? Parce qu'effectivement, pour leur redonner un sens à ce qu'elles font, on a travaillé après sur d'autres éléments. Alors, on a eu la réorganisation de la direction. On nous a fait passer en flex, donc on a fait des ateliers sur le passage en flex pour qu'est-ce que vous apprenez dans le flex. Après, ils ont fait des règles de vie qu'ils ont élaborées avec des affiches qu'ils ont conçues. Ou alors, on va prendre une thématique, un décret qui sort. Bon, on fait un petit truc collectif avec des gestionnaires. On lit le décret, comme vous l'avez compris. Qu'est-ce que vous en faites? Alors, toujours sur des œufs, parce que on est en lecture de paye, c'est pas le moment. Là, vous avez compris que vous avez une fenêtre de tir 1 semaine dans le mois où vous pouvez faire une réunion sans vous faire arracher les yeux, et il faut en profiter. Toujours sur la base du volontariat. C'est pas la peine d'imposer à des gens qui ne veulent pas, mais au moins une fois tous les 2 mois, on a une thématique comme ça où elles peuvent s'inscrire. Et où elles vont venir. On élabore de la communication. Ce jour, on a fait ce qu'on appelle le de nous à vous, qui arrive avec les feuilles de paye, sur la parentalité, parce que j'ai le service prestation sociale aussi chez moi. Vous avez un enfant handicapé,
qu'est-ce que vous pouvez obtenir? Donc, les gestionnaires carrière-paye ont amené ce qu'elles savent du statut dans le domaine. Mes gestionnaires prestations sociales ont donné les aides. Et en fait, elles ont travaillé le fond. Elles ont travaillé avec les maquettistes de la com interne. Et sur 2 fois 2 heures, voilà. Hein, et donc, ça, c'est un point d'attention parce que moi, ça m'a surprise. Tu m'as dit ça. Et ça renvoie à plus de profondeur sur le métier. C'est ça, c'est ça. Voilà. Le luxe serait de pouvoir dématérialiser à hauteur de ce qu'on a fait et garder les moyens humains. Mais en règle générale, c'est un petit peu compliqué d'obtenir ça. C'est-à-dire que le discours reste malgré tout dans la vision des décideurs que la dématérialisation permet de gagner du temps. Ce qui est vrai, on gagne du temps sur certaines choses, mais plutôt que de reverser ce temps, comme là, à une valorisation de certaines fonctions, de certains métiers, de certains sujets, dans certains cas, c'est vécu comme, à terme, ça fait une économie de poste. C'est ça. C'est ça. Et ça, voilà, c'est le mauvais côté, on va dire, de la façon dont peut être vécue la dématérialisation. Parce que… Alors, par contre, c'est la même chose. Point important quand même, quand on a commencé à numériser, il n'y a pas un agent dans la direction qui m'a dit, Claire, ils veulent ça pour supprimer les postes. Alors, pour une raison très simple, je dois dire, c'est que c'est pas ils veulent, c'est nous qui avons voulu au niveau de la direction. Puisque, comme je vous le rappelle, le but, c'était de pouvoir télétravailler. C'est peut-être aussi pour ça qu'on n'a pas eu ce procès d'intention, parce que c'est une commande qui n'est pas arrivée d'en haut. Je pense que si aujourd'hui j'en étais au même point, ça n'aurait pas vraiment interpellé qui que ce soit. Donc là aussi, on a été en position de force. De la même façon, quand on a réorganisé la direction, on a fait un peu comme Pierre, on l'a fait sur 9 mois, mais comme on ne me l'avait pas demandé, voilà, ça c'est important. Essayez d'anticiper dans vos organisations, parce que plus vous prendrez de l'avance sur ce qui peut vous être demandé au-dessus, et plus vous aurez un peu de confort pour être libre de le gérer comme vous le voulez sur le plan humain. Parce que quand on rate le côté humain, c'est pas ceux au-dessus qui vous l'ont imposé qui vont venir gérer la difficulté humaine. Donc, c'est un peu le problème. Chez vous, le fait qu'un poste soit supprimé ou 3 postes, je sais pas ce que vous avez dit, de toute façon, en cas de fonction publique, ils sont recasés ailleurs, si j'ose dire, mais c'est toujours un choc. Alors, en fait, ça s'est fait début 2019 sur des départs non remplacés, et je dois dire que ce qui m'a bien… Non, début 2020. Et je dois dire ce qui m'a bien aidé, c'est comment on est passé au Covid. D'abord, ils ne se sont pas bien rendus compte qu'il manquait des collègues dans les bureaux, et surtout, on a eu une productivité pendant le Covid, malgré le fait qu'il y avait beaucoup de femmes avec enfants qui ne faisaient réellement que 4 ou 5 heures de boulot par jour, parce que comme on leur avait dit, elles ont toutes dit, mais non, on ne va pas prendre des absences. Elles ont pu, elles gardaient leurs enfants, elles avaient le droit. Il n'y en a pas une qui s'est mise en ASA, c'est-à-dire qu'elles ont toutes continué à travailler, et voilà, avec les enfants, se débrouillant comme elles pouvaient, et en fait, et puis, ce qui nous a aidé, même si ça a été derrière problématique, c'est la fermeture du comité médical du centre de gestion, qui lui n'était pas dématérialisé du tout, qui au bout de 15 jours avait sa boîte mail saturée, nous a dit de plus rien envoyer ni en papier ni en mail, et qui n'a pas fonctionné du tout pendant 1 an. Donc, à partir du moment où vous ne gérez pas les dossiers de longue maladie, c'est côté lycée. C'est presque la moitié du boulot du gestionnaire. De convoquer des gens à des expertises médicales, de rentrer des arrêts maladie. Les lycées étaient à la ramasse aussi pour nous envoyer un certain nombre de choses. Donc, il y a eu aussi cette baisse d'activité, un ralentissement d'activité. Et donc, voilà, ça s'est pas trop mal passé. Et puis après, on est revenu à l'attaque pour réobtenir des postes. La dernière question qui a été posée, c'est par rapport à la valeur de la dématérialisation. Est-ce que c'était de la copie fiable ou pas? C'est ça la question. Et le stock numérisé doit se faire avec un scan particulier. Et est-ce que sa valeur juridique est conservée? Je vous réponds plus techniquement sur ce point. En fait, là, le choix avait été fait au niveau de la région de plutôt raisonner sur la copie simple. Pour éviter d'avoir parce que c'est un coût aussi, la copie fiable, surtout sur la volumétrie, 4 millions de pages qu'évoquait Claire. Donc là, le choix a été étudié. On a étudié les 2 possibilités. Les responsables des archives régionales, d'ailleurs, faisaient partie de la réflexion. Ils ont été très vite associés à l'ensemble, d'ailleurs, du projet. Là, ça a été un choix aussi économique de partir avec simplement plutôt de la copie simple, ce qui avait comme conséquence de garder en archive le dossier papier. Simplement, c'est un dossier qui a été clôturé
à la date du 18 15 septembre 2018. Voilà, c'est ça, 15 septembre 2018. Le dossier a été rendu physiquement clos. Il y a un scotch bleu, si je me souviens bien, qui a bloqué après toute possibilité de stocker quoi que ce soit. C'est pour vraiment empêcher sa manipulation. Et les dossiers ont été versés conformément à la réglementation au niveau des archives régionales qui les ont pris effectivement comme un tout. Donc là, c'est un choix. Aujourd'hui, tous les flux entrants, comme l'évoquait Claire, selon leur nature, sont soit en version probatoire ou pas, ça dépend effectivement de la valeur du document. Il y a d'autres organisations qui font un autre choix, qui peuvent décider de faire de la copie fiable, y compris sur la reprise de stock. Alors, en règle générale, dans ces cas-là, on fait de la copie fiable pour tout. Parce que alors, se remettre à trier, ça va être de la copie simple, ça va être de la copie fiable, c'est juste impossible. Il faut être pragmatique aussi dans les reprises d'arrivée. Là, c'est plus cher. Voilà, voilà, donc c'est plus cher, mais derrière, c'est vrai que avec instruction d'une convention de numérisation, si on est dans le secteur public, et autorisation des archives dont on dépend, donc là en l'occurrence la région Île-de-France dépend des archives départementales de Paris, mais selon l'implantation où l'on est, ça dépend de l'entité de contrôle scientifique et technique dont on dépend, eh bien on peut détruire après le papier avec un délai à minima. Là on travaille aujourd'hui avec la préfecture de police. La dématérialisation, elle a été faite plutôt en copie fiable, ça c'est leur souhait, et le service des archives qui est une délégation du service des archives de France autorise la destruction après un délai de 3 mois pour s'assurer de la qualité du document, de sa bonne lisibilité, de son bon classement au bon endroit, de la bonne traçabilité de chacune des tâches et signe les procès-verbaux de destruction en toute connaissance de cause. Ils sont venus expertiser la chaîne, de même que les archives de Paris étaient venus et avaient demandé que leur soit mis à disposition toute une documentation pour prendre une décision de manière tout à fait instruite. Donc voilà, c'est là aussi, ça dépend tout à fait des objectifs que l'on se donne au départ.